Salut à tous, bienvenue dans l'After FC, l'émission de RMC Sport qui raconte le quotidien, les problématiques de ceux qui travaillent dans le monde du foot. On est en direct sur la chaîne YouTube After Foot et sur la chaîne After Foot Télé. L'After FC est également disponible, vous le savez, désormais en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note et à laisser un commentaire. Ils sont là chaque jeudi dans l'After FC, Rémi Dumont et Loïc Moreau. Salut les garçons. Bonjour Jérôme. Salut Jay. Loïc. Tout va bien ? Bonjour Rémi. Ça va et toi ? Ouais, très bien. Ça va très très bien. Messieurs, notre invité aujourd'hui a été champion de France. Et oui, champion de France avec le LOSC en 2021, formé comme attaquant à Lyon, devenu latéral droit, passé par Southampton et Nice. Il conseille désormais les sportifs en activité ou à la retraite pour mieux gérer leur argent. Jérémy Pied dans l'After FC. Salut Jérémy. Salut Jérôme, bonjour tout le monde. Ça va Jérémy ? Salut. Ouais, ça va très bien, merci. Impeccable. Quel temps il fait dans le sud de la France ? Parce que je crois que tu es resté vivre sur la Côte d'Azur depuis la fin de ta carrière de joueur. Exactement, là aujourd'hui un petit peu nuageux, un petit peu de pluie, ça fait du bien. Mais bon, la plupart du temps on voit quand même le soleil, donc on est content. Ça fait toujours du bien de voir le soleil, hein. Je pense tout le monde pense un peu pareil. Entendre un petit peu de pluie, ça fait du bien quand on est à Paris, je t'avoue, ça fait un peu bizarre. Mais bon, d'accord, quand t'es dans le sud, on voit que t'es en t-shirt. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Personnellement, un petit peu de pluie de temps en temps, ça me dérange pas. Donc là, ça va, je suis content aussi. Jérémy, on va parler de tout ce que tu fais donc depuis la fin de ta carrière, notamment ta reconversion donc dans le conseil aux joueurs pour mieux gérer leur argent. On parlera également foot, bien évidemment. Pour ceux qui te connaissent un peu moins bien, on va d'abord rappeler peut-être qui tu es, notamment en chiffres, revenir sur ta carrière de joueur de football professionnel avec donc ces quasiment 300 matchs en pro, 15 buts, 37 passes décisives. Je l'ai dit, un titre de champion de France avec le LOSC. La Coupe de France, c'est avec quel club ? La Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais. Ah, ça commence à remonter, ça. Hein. Il me semble que c'est la dernière Coupe de France que gagne je crois Lyon, que c'est le dernier trophée de l'Olympique Lyonnais, je crois, contre Quevilly en finale. Ah oui, c'était celle-ci. 2 trophées des champions, donc 6 clubs. Tu as connu également la Première Ligue à l'époque sous le maillot de Southampton. D'ailleurs, regardez, juste là, c'est le maillot de Jérémy Pied à l'époque où il évoluait chez les Saints. C'est le surnom donc des joueurs de Southampton. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ta carrière, Jérémy ? Oula, malheur, j'en ai eu beaucoup, hein, des différences. Ça dépend comment on se place. Hein. Les premiers matchs, évidemment, les premiers souvenirs avec le club formateur, notamment de l'Olympique Lyonnais. Premier trophée de Coupe de France, on en parlait à l'instant. Voilà, la possibilité d'avoir joué à l'étranger, ce qui était aussi un rêve pour moi, et de finir avec un titre de champion de France avec Lille, ça a été plutôt pas mal. C'était une année où je dirais collectivement toutes les planètes s'alignaient pour pas mal de joueurs, et je pense qu'on a tous vécu quelque chose de très fort lors de cette saison-là. On va parler argent dans un instant, mais il faut que tu nous racontes quand même cette histoire de prime de champion de France. Parce que donc vous êtes champion lors de la saison 2020-2021 avec le LOSC, mais ce que peu de gens savent, c'est que vous n'étiez pas nombreux dans l'effectif à avoir inséré une clause dans votre contrat, parce qu'il y a souvent des contrats quand on joue au PSG, à Marseille. Il y a plusieurs types de clauses aussi. Il y a des types de clauses, exactement. Et il y a des clauses notamment pour gagner plus d'argent, une prime quand on est champion de France. Et au LOSC, vous ne deviez pas être nombreux à l'avoir mise, celle-ci, raconte-nous. Personne, évidemment. Donc c'était au LOSC, c'était assez plutôt bien géré au niveau des primes parce que c'était plutôt pareil pour tout le monde. Donc il y avait une homogénéité dans ça, ce qui évitait les problèmes entre guillemets de groupe, de vestiaire. À ce niveau-là, c'était plutôt basé sur les qualifications, donc à l'intéressement et puis surtout à la performance pour voilà, des primes sur qualification en Coupe d'Europe. Le club prend de l'argent et rétrocède un petit peu aux joueurs, ce qui était conclu dans tous les contrats. Mais moi, l'histoire que j'ai déjà racontée par rapport à ça, c'est anecdotique. Hein. Je suis pas là pour chambrer ou quoi que ce soit ou en vouloir à qui que ce soit. C'est simplement que lors de ma prolongation de 2 ans supplémentaires, il y a une personne qui était un petit peu réticente, mais Luis Campos, aujourd'hui au PSG, lui par contre il voulait absolument que je reste parce que il trouvait que j'étais un élément important pour le vestiaire. Je jouais beaucoup moins sur le terrain, mais par contre dans le vestiaire hyper important à ses yeux. Donc pour lui ça s'est joué en 3 minutes, franchement les accords financiers en 3 minutes c'était réglé.
mais je me suis quand même permis dans le dans le bureau avec 3-4 personnes autour de moi, un petit peu pour les tester, un petit peu pour voir aussi l'objectif du LOSC. Je leur ai demandé si je pouvais avoir une prime de champion de France. Et là, on m'a un petit peu rigolé au nez, un petit peu dit, voilà, gentiment, bon, c'est le titre, c'est pour le PSG, c'est pas forcément pour nous, etc. Bon, sur le coup, voilà, j'étais un petit peu plus jeune aussi et un petit peu plus fougueux. J'ai dit non, mais si moi je me lève tous les matins et je vois mes coéquipiers, on se lève tous les matins pour gagner tous les matchs le week-end, c'est à la fin, c'est qu'on a tous envie d'être champion, donc j'aimerais bien insérer une prime de champion. Et ils pensaient peut-être que c'était à la rigolade, sauf que je me suis levé et je suis parti en fait, je suis rentré chez moi. Bien évidemment, mon entourage un petit peu, pas insulté, mais bon, ouais, complètement con à 31 ans de refuser 2 ans au LOSC où ça se passe plutôt bien voilà, dans le groupe. Mais bon, j'ai pris ce pari-là pour aussi leur montrer ma détermination, même si je jouais un peu moins, montrer que l'envie et l'énergie étaient là et l'envie d'aider le club était présente. Et ça a marché. Et ils m'ont dit de revenir. Ça a marché. Ils m'ont dit de revenir vers 16h. Je suis revenu. Honnêtement, j'ai même pas regardé, comme je t'ai expliqué, j'ai même pas regardé le montant. J'ai juste vu qu'il y avait quelque chose. J'ai signé et puis j'ai terminé mes 2 années avec le LOSC et il s'est avéré qu'on a été champion. Incroyable cette histoire. Et quand on négocie une clause comme ça, c'est qu'on a, j'imagine, de l'expérience ou beaucoup de réflexion. Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de clauses improbables chez tes coéquipiers ou dans un vestiaire? Parce que parfois, tu sais, il y a des clauses comme quoi si on est champion du monde, si machin, si ceci, si cela. Est-ce que toi, du coup, t'en as une qui t'a marqué en particulier, peut-être chez un coéquipier ou même chez des adversaires? Aussi forte que ça, non. Par contre, je tairai les noms toujours, mais j'en ai un qui... le LOSC venait de finir l'année d'avant 17e, je crois, sauvé à la dernière seconde. La dernière journée. Je veux dire, l'année d'après, ceux qui sont arrivés et qui mettaient dans leur contrat des grosses sommes pour une qualification, par exemple, en Ligue des Champions, le club était plutôt serein parce qu'ils se disaient on va restructurer le club, on va pas forcément jouer la première partie de tableau tout de suite, donc ça devrait aller. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des primes par rapport à la performance et notamment sur les qualifications en Coupe d'Europe. Et il s'avère aussi que cette première saison 2018-2019, je crois, on finit 2e qualifié directement en Ligue des Champions. Et un joueur avait très très bien négocié cette qualification directe. J'aime pas trop dire les montants, mais c'était un très beau montant. Mais il a payé son resto. Du coup, beaucoup plus que ça. Il a payé un voyage à tout le staff médical. Il a payé les billets d'avion et les vacances à beaucoup de personnes au sein du club. C'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est aussi à ça que ça sert de signer des belles clauses comme ça. Alors, Jérémy, on t'a fait venir, on voulait t'inviter dans l'After FC pour que tu nous racontes ta reconversion dans le conseil aux sportifs en activité ou à la retraite pour mieux gérer leur argent. Explique-nous un petit peu, aujourd'hui, donc tu es associé d'une entreprise qui s'appelle M&C Associés. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait, depuis combien de temps tu es associé dans cette entreprise-là? Ça fait depuis mon arrêt de carrière, en fait, j'ai continué à m'entraîner avec l'OGC Nice B. J'ai de très bonnes relations avec ce club, donc j'ai eu l'occasion de demander, à l'époque c'était Didier Digard, Julien Sablé, Marama Veirua, qui était entraîneur coup pour coup de l'équipe B. Donc je m'entraînais avec ces jeunes, et j'en ai un jeune justement un jour qui me demande des conseils sur une élaboration de projet. Maintenant j'ai le vocabulaire plus facile. À l'époque, c'était il avait une élaboration de projet et il me demandait comme si j'allais lui donner toutes les réponses. Je lui ai dit écoute, j'ai pas vraiment envie de t'induire en erreur ou de te faire risquer quoi que ce soit. Maintenant, il s'avérait que j'avais une discussion sur LinkedIn avec l'un de mes associés, peut-être juste une semaine avant, où ça s'était bien passé. Et je lui ai dit pourquoi pas. Il y a eu un bon feeling, donc j'ai proposé aux joueurs de se rencontrer avec Pierre justement, qui est l'un des associés. Et ça s'est très bien passé, ils sont très bien occupés de lui, et à partir de là, on a commencé à garder contact et à avoir de plus en plus confiance. Et on les voit d'ailleurs, tes associés à l'image là. Ouais, voilà. Pierre à gauche, Kevin à droite. Et c'est après, peut-être 1 an et demi après, quelque chose comme ça, que je suis rentré dans le capital. Et là, on aperçoit, je crois, un certain
Presnel Kimpembe, c'est ça? Kipembe, ils sont occupés. Mais eux, ça fait déjà un petit moment qu'ils font ça, hein, avec des particuliers, des professionnels, des sportifs de tout sport. Je veux dire, ils sont pas rentrés comme ça du jour au lendemain. Moi, au début, j'ai été pris surtout pour mon capital réseau footballistique, essayer de rapporter les joueurs de foot, qui est assez compliqué. Donc voilà, une bonne confiance entre nous, les mêmes idées. J'ai même envie de dire la même génération, on a à peu près le même âge, tu vois, 35, 36 ans. Donc on est motivé, on a les mêmes idées et ça a tout de suite matché entre nous. Donc aujourd'hui, je suis dans leur capital et on est officiellement associés. Mais on a l'impression, Jérémy, que c'est un peu le fruit du hasard au final, que c'est la situation qui s'est présentée comme ça, mais que tu n'avais pas forcément imaginé une reconversion de ce type-là. Quand tu, excuse-moi, je te tutoie, hein, Loïc. Oui, bien sûr. Quand tu arrêtes la carrière, honnêtement, avec le recul maintenant, je pense que pas grand monde ne sait quoi faire. On est habitué vraiment à être chouchouté, à savoir que le lendemain, t'as le petit déjeuner, t'as l'entraînement, t'as la mise au vert, tu rentres chez toi, tu vois ce que je veux dire, t'as une espèce de routine pendant 10, 15, 20 ans. Et quand tout s'arrête du jour au lendemain, bah voilà, il y a de la paperasse. Il faut savoir aussi où tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de faire. Physiquement, tu te sens encore bien, donc il faut continuer à faire du sport. Mais quel sport? Tu as des propositions, peut-être tu profites un petit peu des médias, d'aller commenter des matchs, de jouer un peu sur ce réseau-là. Mais moi, personnellement, ça m'attirait pas plus que ça. Donc, il y a aussi, excusez-moi, des gens qui cherchent à faire des reconversions en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant, en tant qu'agent. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais toutes celles-ci ne m'intéressaient pas. Donc j'ai laissé un petit peu le temps passer. Et puis c'est vrai que le fruit du hasard, cette rencontre m'a permis justement de me cadrer sur ces idées-là qui, pour le coup, me plaisent. Je me base beaucoup sur... Quand tu as les gens au téléphone, est-ce que tu as envie de répondre? Est-ce que tu as le sourire? Est-ce que tu as la patate? Est-ce que tu as envie de travailler sur le projet? Donc là, c'est le cas en ce moment, donc je pense que je suis sur la bonne voie. Jérémy, comment t'expliques que les footballeurs pensent à l'après-carrière qu'une seule fois qu'ils ont entre guillemets raccroché? C'est vraiment très prenant une carrière. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que votre métier, c'est aussi anticiper quand on est sur le terrain, les analyses vidéo, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est comment t'expliques qu'on s'y prend, enfin, que les joueurs s'y prennent aussi tard en fait sur l'après-carrière? Là, on va rester sur les joueurs de foot parce que je me permettrai pas de parler des autres sportifs. J'y m'intéresse énormément et j'aimerais vraiment savoir comment ça se passe dans les autres sports. Mais je vais rester sur ta question sur les joueurs de foot puisque je l'ai été. Honnêtement, on n'y pense pas du tout. C'est vrai. On gagne de l'argent. On gagne plutôt beaucoup d'argent. Je pense que la plus grande majorité se rendent compte que ça ne durera pas une éternité. Maintenant, comment le dépenser? Comment l'investir? Comment imaginer son futur après carrière? Je pense que les joueurs bottent en touche. Ils se disent on va continuer le plus longtemps possible et puis on verra après. Ce qui est évidemment, je suis pas là pour faire la morale, hein, mais c'est évidemment un mauvais choix parce que plus l'après carrière est préparée en amont. Ça peut être des petites choses, hein. C'est pas forcément investir tout de suite dans des boîtes ou dans de l'immobilier ou des gros investissements, c'est pas ça. C'est simplement commencer à s'intéresser à ce qu'est la vie autour de nous sans le foot, par exemple, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils, il y a des formations, il y a beaucoup de joueurs précurseurs qui montrent et qu'on voit aussi à la télé de plus en plus, qui arrivent qui ont réussi à faire du foot et en même temps faire du business. Donc sans rentrer dans, par exemple, Blaise Matuidi, on peut le nommer, c'est quelqu'un qui a réussi à faire les deux très très bien. Mais j'espère que la nouvelle génération peut s'inspirer de ça, même si c'est pas aussi puissant dès le début, mais au moins s'inspirer et commencer à se questionner, ça serait déjà la moindre des choses. Pour leur bien, évidemment. C'est pour le bien, c'est pour leur bien-être, bien sûr. C'est pas, moi, je suis pas là non plus à courir après les joueurs de foot. On est là pour expliquer, pour essayer d'accompagner, d'aider
d'expliquer au maximum ce qu'on a vécu et ce qu'on peut vivre après. Et il y en a qui répondent très bien, et il y en a qui non, préfèrent encore prendre le temps. Ouais, on avait une petite déclaration pour te faire réagir, puisque chez nos collègues de SoFoot, en juillet dernier, tu as déclaré: il n'y a clairement pas d'éducation financière, mais en même temps, ce n'est pas non plus ce qu'on demande à un club. L'athlète est là pour faire son sport, sa passion et son métier, mais tout ce qui est à côté, c'est à l'athlète de prendre conscience de son argent. Aujourd'hui, quand tu prends du recul, toi, justement, tu penses que tu t'y es pris entre guillemets assez tôt, au bon moment, ou voilà, tu aurais aimé encore être prêt plus tôt pour l'après-carrière? Moi, j'ai eu pas mal de chance pour mon cas personnel, mais il faut imaginer la totalité des joueurs de foot. J'ai un gestionnaire patrimoine rencontré très tôt et avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui est de bonne foi, qui m'a jamais mis dans des quelconques arnaques ou quoi que ce soit, comme j'ai pu l'entendre dernièrement. Je pense que plus jeune à l'Olympique Lyonnais, on m'avait expliqué, attention, être professionnel, c'est à la base un papier. C'est simplement un papier. Mais devenir professionnel, c'est aussi savoir faire ce qu'il faut pour être professionnel. Et l'à côté, ça fait partie du monde professionnel. Si on donne le papier juste parce que t'es jeune, t'es un très bon joueur, on te donne le contrat professionnel parce que tu es très bon sur le terrain, super. Mais il faut voir tout ce que ça engage aussi sur le côté. Et il y a des choses à faire et forcément, ça s'apprend. Et financièrement, je crois que c'est aux joueurs et à l'entourage de tout faire pour expliquer le plus rapidement possible. Et c'est pas au club de le faire. Le club, il est là pour avoir de la performance. Et j'avais peut-être ajouté ensuite à cette déclaration la seule chose, si je peux me permettre, qui devrait que les clubs devraient peut-être quand même tirer la sonnette d'alarme, c'est sur la fiscalité. Parce que quand il y a des joueurs étrangers ou même des jeunes joueurs, on leur donne des salaires bruts, bruts, nets, etc. et qu'ils ne sont pas au courant de la fiscalité qui est obligatoire. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est obligatoire, il faut qu'on l'explique. Parce qu'il y a énormément, j'ai pas les chiffres, mais on parlait déjà d'un joueur sur 2, c'est déjà énorme. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être pire, qui ne comprennent pas qu'il y a de la fiscalité et de l'imposition. Dès qu'ils reçoivent l'argent, ils considèrent que ça y est, ils peuvent tout dépenser, quoi. Ah oui, tu veux dire que la plupart des joueurs professionnels ne se rendent pas compte que la somme qui est marquée sur le contrat de travail, c'est une somme brute, un salaire brut, que ce soit annuel ou annuel, et ils ne sont pas au courant que c'est pas le net, c'est pas ce qui va rester dans leur poche. Ouais, pour toi, là, comme ça paraît un peu complètement impossible à croire, mais si, c'est le cas. C'est le cas, les joueurs, et certains ne comprennent pas. Il y a aussi des joueurs étrangers, jeunes étrangers, des jeunes français, il y a de tout, mais... à partir du moment où la fiscalité est obligatoire, à mon avis, elle devrait être expliquée. Oui, effectivement, même dans la négociation, sans doute. Hein. Alors justement, pour mieux éduquer... Oui, parce qu'un joueur qui fait... Excuse-moi, Jérôme, mais un joueur qui fait une erreur sur de la fiscalité, on peut se retrouver sur des problèmes assez solides, et ce qui, pour le coup, peut, je pense, nuire à la performance. Et donc, le club ne peut se retrouver... en difficulté aussi d'avoir un joueur qui se sent mal à côté à cause de ce genre de problème. Mais ça veut dire que concrètement, toi, au cours de la négociation, par exemple, d'un contrat de travail, quand tu es dans le bureau, là, par exemple, comme toi, tu l'étais avec Luis Campos à l'époque au LOSC et avec le président de l'époque, Olivier Létang, tu penses que devrait y avoir l'avocat fiscaliste, par exemple, du club en question, qui devrait être présent pendant les négociations pour expliquer, écoute, le salaire qu'on te propose par an, ça représente ça, c'est du brut, regarde, en net, ça représentera ça, ou est-ce que c'est pas finalement le travail de l'agent ou de l'avocat fiscaliste du joueur ? Bien sûr, c'est le club, encore une fois, moi je les dédouane de tout. C'est vraiment, il doit y avoir un entourage, un accompagnement autour qui doit expliquer tout de suite les règles, pour qu'il n'y ait pas à éviter les surprises, les mauvaises surprises. Donc c'est aux joueurs de se prendre en main. Puisque le club, à partir du moment où il donne un contrat professionnel aux joueurs, encore ce que je disais juste avant, il considère que le joueur est professionnel. S'il est professionnel, c'est qu'il est censé le savoir. Mais s'il ne le sait pas, c'est qu'il manque un petit peu de ce côté de professionnalisme. Et pour moi, justement, l'argent que tu gagnes, et ce que tu dois payer, les impôts, etc., tu dois le prendre en compte, ça fait partie de ton métier.
Ok, donc c'est aux joueurs de se prendre en main, c'est ce que tu veux dire, c'est un peu le message finalement que tu veux faire passer aussi dans ta démarche. Qui ne savent, voilà, exactement, mais ceux qui ne savent rien du tout, il faut questionner tout simplement. Il faut questionner, il faut faire peut-être plus de pédagogie par rapport à ça dans les vestiaires, sans encore une fois faire la morale, juste des petits rappels, attention à la fiscalité, renseignez-vous, posez des questions, il y aura toujours, je pense, de bonnes personnes pour expliquer ça et éviter toutes sortes de problèmes. Mais justement, Jérémy, est-ce que l'UNFP, donc le syndicat des footballeurs, n'a pas ce rôle-là aussi pour être tout à fait transparent avec toi? On a eu Vincent Cosiello, notamment l'ancien joueur de Nice, qui est notamment adhérent UNFP, Quentin Bernard aussi qui joue à Dijon. Ils nous ont parlé de ça, du fait que justement l'UNFP prodiguait aussi quelques conseils en matière de fiscalité aux joueurs qui le demandent évidemment. Est-ce que l'UNFP peut pas camper ce rôle-là un peu d'aide auprès des joueurs, toi qui as été joueur? Ils peuvent, évidemment, tout le monde peut le faire, mais plusieurs entreprises, évidemment, comme MNC Associés, je pense à d'autres dont je n'ai pas les noms, peuvent aussi approcher les joueurs de plus en plus pour simplement alerter, proposer, et ensuite c'est encore une fois aux joueurs de faire la démarche et de se renseigner, parce qu'encore une fois, il est professionnel. Jérémy, est-ce que, parce que ça me fait penser quand tu dis, voilà, dans les négociations, parfois les jeunes joueurs, les joueurs étrangers ne savent pas faire la différence entre le brut et le net. Est-ce que toi, tu as assisté ou tu as pu discuter avec des coéquipiers, sans forcément te donner de nom, parce que c'est délicat, mais de joueurs qui s'étaient fait avoir justement par un club, parce que quand on propose des négociations, un salaire, voilà, on va forcément parler du brut parce que c'est plus avantageux, sans évoquer le net. Est-ce que toi, tu as entendu parler d'histoires de joueurs qui se sont fait avoir par tout simplement des dirigeants, parce que des fois ça arrive, hein. Souviens-toi de Fred Guerra, ouais, non, mais voilà, raconter des histoires de brut, de net, dans des négociations avec des clubs. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'imagine que quand on a un club, on veut aussi faire des économies, essayer d'avoir un salaire au rabais pour les joueurs, pour justement faire des économies, surtout dans cette période de droit télé compliquée. Est-ce que toi, tu as pu entendre des histoires comme ça, justement? J'ai vu des joueurs se cramer tout seuls, sans dirigeant pour leur dire quoi que ce soit. J'ai entendu plutôt des dirigeants, des personnes essayant de graviter, je sais pas comment on dit, mais de proposer des choses qui n'étaient vraiment pas claires. Et heureusement, les joueurs que j'ai connus ont eu la présence d'esprit de se retirer. Mais par contre, oui, des histoires de joueurs qui ont eu des soucis avec la fiscalité et des retards d'impôts et voilà, des arriérés, il y en a énormément. Alors on va rentrer dans le détail de MNC Associés, donc l'entreprise dans laquelle tu es associé. Jérémy Pied, donc notre invité dans l'After FC. Comment ça marche, MNC Associés? Comment vous recrutez les joueurs? Est-ce que ce sont les joueurs qui viennent à vous? Enfin, les joueurs, les sportifs d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas que des joueurs de foot parmi les personnes que vous conseillez. Explique-nous un petit peu le fonctionnement. Qui vient? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Et qu'est-ce que vous leur proposez? Il y a de tout. Ouais, au début, on était basé, encore une fois, moi, dans mon recrutement, entre guillemets, c'était pour les joueurs de foot. Mais c'est moi qui leur ai proposé justement d'aller un peu plus loin et d'aller chercher les athlètes de haut niveau d'autres sports aussi. Ça a été validé, donc c'est enrichissant, et puis ça ouvre de multitudes d'autres portes. De la prospection, tout simplement, les réseaux sociaux, c'est générationnel, des petits messages. Moi, je me permets d'écrire à des joueurs plus ou moins jeunes que j'ai pu côtoyer dans les clubs avec qui par lesquels je suis passé. Je suis leur actualité, là où ils sont prêtés, là où ils jouent actuellement, je leur envoie des petits messages, et puis après j'essaye de voir un petit peu si ça peut les intéresser ou pas. Il y a aussi des joueurs qui viennent parce que je sais avec qui, par exemple Nice, quand je m'entraînais avec Nice, la réserve, des joueurs que je parlais pas forcément avec, mais qui ont continué à voir sur les réseaux et qui sont revenus d'eux-mêmes reprendre le contact et prendre une formation. Je veux dire, il y a un petit peu de tout, mais il y a aussi du bouche à oreille. Là, depuis tout à l'heure, j'ai vu que vous avez montré pas mal de photos avec des sportifs, des joueurs. Et quand il y a des propositions qui sont faites, mais
tiens, je connais ce joueur, ah, ils s'appellent entre eux, ah oui, c'est super, c'est bien, vas-y, tu peux y aller. Et le bouche à oreille joue aussi son rôle. Qu'est-ce que vous leur proposez, Jérémy, donc chez MNC Associés? Alors, c'est un accompagnement c'est un accompagnement du sportif de haut niveau pour rentrer dans ce monde de l'entrepreneuriat. Alors, il y a ceux qui ont déjà toutes les bases, et qui veulent une élaboration de projet, créer quelque chose pendant leur carrière, après leur carrière, que ce soit de l'investissement ou justement comme élaboration de projet, on peut dire par exemple ouvrir un restaurant, ouvrir un salon de beauté, je dis un petit peu des exemples, mais qui ont besoin d'être accompagnés de A à Z. Donc là, la société est capable encore une fois, de tout faire de A à Z, de remplir toutes les démarches pour justement accompagner du début à la fin. Un petit peu à la carte aussi, j'ai envie d'ajouter. Si par exemple un joueur a besoin d'un business plan, a besoin de recherche de fonds, mais d'un autre côté, il a son frère qui fait très bien les sites internet, et ben il peut très bien faire le site internet avec son frère sans forcément passer par nous. Aucun souci, c'est vraiment à la carte. Est-ce que vous financez également, Jérémy, les projets des joueurs, ou est-ce que vous êtes seulement dans le conseil, pour être vraiment très précis? Non, on finance pas. Par contre, on peut être à la recherche de financement, recherche de subvention, si le joueur en a besoin ou s'il manque de fonds pour son projet. Bien sûr que ça peut faire partie des demandes, évidemment. Et ensuite, si je peux me permettre de continuer, pour ceux qui justement n'ont pas encore cette motivation, cette envie d'élaborer un projet, de passer à l'action, mais ne connaît pas non plus tous les tenants et les aboutissants de ce monde de l'entrepreneuriat, et qui a quand même envie de le découvrir, il y a la mise en place de formations avec différents modules. Voilà, le module le plus simple, savoir créer une société, laquelle, pourquoi, expliquer un petit peu le marché et son environnement. Et puis plus les modules évoluent dans la difficulté, justement pour vraiment être en maximum de capacité pour connaître tout l'environnement du marché entrepreneurial, justement. Et toi, ce qui pourra servir par la suite. L'objectif, c'est peut-être de commencer le plus jeune possible. Ça serait le top pour justement, si dans le futur un joueur augmente ses salaires, change ses envies et décide de passer sur un projet concret, on va dire qu'il se retrouve dans ce monde-là, mais avec des connaissances et du vécu. Et donc ça minimise les arnaques, ça minimise les risques. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi, Jérémy? C'est cette relation que tu peux nouer avec ces joueurs-là, leur apporter ces conseils-là, c'est quelque chose c'est l'impression d'être utile? Ouais, exactement. Je pense que même en tant que joueur, j'ai toujours été un joueur, toujours dans le collectif, tu vois. J'ai vraiment été le joueur du vestiaire et je pense que ça me correspond bien aujourd'hui d'avoir ce rôle-là. Encore une fois, je me répète, mais j'ai pas envie d'être un moralisateur. J'ai pas envie de dire fais ci, fais ça. J'ai plutôt envie de dire d'écouter et selon ce que la personne en face de moi me dit ou me demande, d'orienter, de proposer. Je dis même de continuer à questionner, de déléguer s'il le faut. Voilà, ça c'est un point important qu'on a avec Pierre et Kevin de MNC Associés, c'est de travailler. Moi j'ai mis un point d'honneur avec eux à travailler sur ça, c'est de travailler en harmonie avec tous les représentants qui sont autour des joueurs et des athlètes de haut niveau. On n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Un agent sportif, il est là pour gérer la carrière. Nous on n'est pas là que l'athlète joue pour Le Mans ou le Real Madrid, ça ne change absolument rien pour nous. Les gestionnaires patrimoine, c'est pareil. Nous, si un athlète nous demande est-ce qu'on peut ouvrir une assurance vie, on ne fait pas ça. On peut vous diriger vers des gestionnaires de confiance, de qualité, mais on ne mélange pas, justement, on n'essaye pas de manger à tous les râteliers. On veut vraiment être concentré, être les meilleurs dans ce qu'on fait, et travailler en harmonie avec les autres et des gens qui ont un peu la même idée. Et là, on est plutôt sur la bonne voie, parce qu'on trouve vraiment des représentants, des gestionnaires, des agents, un peu tous les corps de métier qui ont un peu le même état d'esprit, et je pense que c'est plutôt avantageux pour les sportifs.
Rémi. Ouais, justement, je voulais te demander, c'est quoi la valeur sûre d'un investissement? Est-ce que c'est la pierre, c'est l'immobilier? Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que c'est les bitcoins, comme on dit? Tu vois, c'est quoi en fait pour toi? Qu'est-ce qui paraît? En gros, c'est est-ce que Rémi peut t'appeler après l'émission parce qu'il a quelques placements à faire? Est-ce que tu peux me mettre bien, s'il te plaît? Non, mais en gros, voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui sont avantageux? Moi, je suis pas un gestionnaire, Rémi, je suis désolé. Je suis pas un gestionnaire patrimoine. Je peux t'en présenter un tout de suite, juste après, si tu veux. Il faut apprendre à te connaître. De toute façon, j'ai pas d'argent. Ta capacité de... c'est ta capacité de financement, connaître ta situation familiale, avoir tes envies. Est-ce que justement l'immobilier ça te parle plus que de parier dans des startups? C'est vraiment, je peux pas te dire là tout de suite ce qui est le plus rentable. Par contre, voilà, il y a des mots-clés, il y a quand même des choses. Encore une fois, on en revient à l'accompagnement, ne pas tout faire tout seul pour minimiser les risques. Comment dire, on a aussi, je perds mes mots, la diversification, pardon. Mais bon, encore une fois, c'est un gestionnaire qui, à mon avis, te proposera ça, de capitaliser dans un premier temps de l'argent et ensuite de diversifier au maximum et ensuite peut-être mettre plus d'argent là où tu as une plus grande aspiration. Moi, personnellement, j'adore, mais j'ai adoré à l'âge de 26 ans, quand j'ai commencé à réfléchir sur mes investissements, j'adorais l'immobilier. Donc c'est vrai que j'en ai mis un petit peu plus dans l'immobilier. Mais comme d'autres ont mis un peu plus dans des startups et chacun un petit peu son feeling. Moi, je suis incapable aujourd'hui d'ouvrir un restaurant, par exemple. J'en serais incapable. Voilà, on voit notamment, quand tu parlais d'investissement dans l'immobilier, c'est ceux que tu as fait sur Cannes notamment? Oui, avec un associé. Frédéric, que j'embrasse si jamais il regarde l'émission. J'étais en Angleterre, j'avais justement des primes, parce que j'étais libre, donc j'avais touché un peu d'argent, mais j'avais pas le temps. Et lui, il était sur Cannes, il avait pas forcément l'argent, mais lui, il avait beaucoup de temps. Donc on s'est mis d'accord. Et puis on est parti sur un projet qui aujourd'hui est vraiment rentable. Donc non, voilà, c'est un investissement que j'ai fait à l'époque. Et si même je pouvais me parler à moi-même à l'époque, j'aurais encore plus, entre guillemets, vérifié, tu vois, avant de m'associer, etc. J'ai une entière confiance en mon associé Frédéric. Mais je dis simplement à mon Jérémy de 26 ans, il aurait dû encore plus vérifier une association, tu vois, combien d'argent tu mets, comment tu fais pour les récupérer, etc. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là, mais aujourd'hui, si je devais réexpliquer à un autre joueur s'il voulait faire la même chose, je dirais ok, fais exactement la même chose, mais tu as des choses à faire. Quand tu t'associes avec quelqu'un, tu dois aussi vérifier ton association, les montants, comment tu récupères, verrouiller un contrat. C'est vraiment minimiser les risques pour éviter les embrouilles, les arnaques. Et tu loues combien par curiosité la semaine du Festival de Cannes, l'appartement? Je t'enverrai les. Et en fait, à la base, c'était 2 appartements et un garage pour l'histoire. Et on a réussi à réhabiliter le garage en un loft. C'est pour ça qu'on a appelé ça les lofts. C'est pour ça que c'est devenu plutôt rentable. Et c'est à 800 mètres du palais du festival. Donc c'est une ville quand même beaucoup basée sur le congrès. C'est ce que m'avait préconisé mon associé à l'époque. Il m'a dit, voilà, il y a tant de congrès par an et ça va ne faire qu'augmenter. Donc forcément, tu as, je crois, entre 60 et 70 congrès par an. Des gens qui viennent du monde entier et qui recherchent des logements. Donc non, c'est plutôt rentable. Mais tu sais, le festival de Cannes, c'est peut-être pas le plus... pour la petite histoire, si tu veux savoir, c'est pas forcément le plus rentable. Ah ouais, c'est quoi alors? Je sais pas si tu as le Lions, le MIPIM, le MIPCOM, ce genre de choses. Par contre, c'est des gens vraiment qui viennent du monde entier et là, très peu de place dans les hôtels, donc les gens se jettent sur les Airbnb du coin. Ok. Et juste pour terminer sur ce thème, Jérémy, j'avais une question un peu plus sérieuse. Justement, tu disais que le footballeur devait, entre guillemets, se débrouiller par lui-même puisqu'il est professionnel. Donc, en gros, il doit savoir gérer un petit peu ses affaires. Mais est-ce que tu n'as pas peur que, justement, ça laisse la place à des gens mal intentionnés qui profiteraient, entre guillemets, de la naïveté ou du manque de connaissance de certains joueurs et qui viendraient
viendrait justement les arnaquer. Tu as évoqué justement ces possibilités-là. Est-ce que justement le fait de laisser les gens un petit peu débrouille-toi parce qu'il faut que tu gères ta carrière, ça ouvre pas la porte à ce genre de margoulin? Non, moi justement, j'incite les gens du coup à venir avec MNC Associés, tout simplement. C'est si je peux faire ma pub, mais j'ai pas vraiment compris le sens de la question. C'est pas par rapport à ce que j'ai dit. Non, parce que tu vois, toi tu dis ça, t'es bien intentionné. Tu veux faire les choses bien, mais il y a potentiellement des gens qui vont profiter de la naïveté de certains pour justement faire de l'argent sur leur dos, tout simplement. Ouais. Et regarde, des exemples de joueurs qui ont fait banqueroute, il y en a beaucoup. Et les chiffres sont là. Je crois qu'on parlait de 40% des joueurs qui, 5 ans après l'arrêt de leur carrière, étaient en difficulté financière. C'est énorme. C'est énorme, c'est malheureux, j'en suis vraiment navré, mais ça me touche. Mais il faut aussi savoir, voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut rentrer dans ces investissements, dans ce monde de l'entrepreneuriat, il faut avoir les bases. Donc quand j'appelle régulièrement des jeunes et que je leur propose ces formations, bon, je tairai les noms, mais il y en a qui m'ont clairement dit non, j'ai pas le temps. Et il y en a d'autres qui sont vraiment oui tout de suite, il y en a, ils hésitent encore un peu. J'espère qu'ils verront cette émission et j'essaierai de mettre sur les réseaux, que ceux que j'ai eu dernièrement puissent la voir et comprendre. Quand je les appelle, c'est pas vraiment pour essayer de gratter quoi que ce soit ou de les arnaquer, c'est vraiment pour essayer de les aider. C'est dur à dire à tout le monde au même moment. Il faut travailler avec quelqu'un, mais en même temps, c'est toujours bien de questionner aussi la personne et d'autres personnes. J'ai des joueurs par exemple qui me disent qu'ils n'ont pas de gestionnaire de patrimoine. Moi j'ai mon gestionnaire de patrimoine perso en qui j'ai entièrement confiance. Je pourrais leur dire tout simplement allez travailler avec mon gestionnaire s'il est d'accord. Mais c'est pas du tout ça que je dis. Moi je garde la porte ouverte. Je dis je peux t'organiser un rendez-vous avec mon gestionnaire. Je sais que c'est quelqu'un de confiance, mais je te laisse toi tout seul avoir l'opportunité d'avoir du feeling ou pas avec lui. Si tu n'en as pas, je t'en présenterai un autre. Et puis si jamais tu veux que ça soit quelqu'un qui t'habite Paris et quelqu'un qui soit proche de toi, on te présentera quelqu'un de Paris. Mais il faut que ça soit quand même le joueur qui ait la décision finale. Sinon, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à tiens, mets-toi avec lui parce qu'il y a un intérêt derrière personnel. Jérémy, est-ce que tu trouves que les nouvelles générations sont plus sensibilisées, même je dirais, à cette question des finances et à bien gérer son argent ? Quand même, il y a quand même c'est d'actualité quand même de voir que les joueurs font des choses à côté, tu vois, de la publicité, se servent des réseaux sociaux, c'est rémunéré. Ils ont compris qu'ils avaient une image, donc de plus en plus. Donc je crois qu'il y a une génération qui comprend l'importance des salaires du football, mais qu'il y a autre chose à aller chercher à côté. Maintenant, on en revient toujours au même, je suis désolé de me répéter, mais ça va se jouer au niveau de l'accompagnement. Parce que faire des choses, mais ne mal les faire, ça peut amener dans de mauvaises situations. Alors tu disais... Si un agent d'image avec un joueur propose au joueur, je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais je parlais d'harmonie tout à l'heure. Nous, on n'est pas là à dire à un joueur, tiens, ce serait mieux que tu joues chez Nike que chez Adidas. Nous, ça change rien pour nous. Par contre, l'agent d'image, lui, c'est son métier, on va dire, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on est là pour être en harmonie avec tous ces gens autour de nous. Alors, tu disais que tu avais commencé à t'intéresser à investir. C'était à l'époque, donc tu avais 26 ans, où tu as commencé donc ce projet immobilier à Cannes. Est-ce que c'est lié au moment de ta blessure où tu t'es fait le ligament croisé antérieur du genou à Southampton ? Et en quoi une blessure chez un sportif de haut niveau, ça peut être également une prise de conscience ? 26 ans, en pleine forme, je pars de Nice, libre de Nice, j'arrive en Angleterre, mon rêve de jouer en Angleterre, je me pète le genou, 9 mois d'arrêt, bon je reviens plus tôt, mais c'est ce qui m'annonce à la base. Voilà, c'est une autre photo, c'est juste à la fin de Nice, je me pète le scaphoïde. J'avais joué 1 an justement ma dernière année, comme j'étais en fin de contrat, j'ai joué 1 an avec le scaphoïde pété, et en arrivant en Angleterre, je me fais le genou. Donc je me retrouve en Angleterre, donc déjà j'en ai profité pour
pour travailler mon anglais, perfectionner mon anglais. Déjà, c'était une bonne chose parce que ça permettait de m'intégrer au vestiaire. Et les copains voyaient que je faisais l'effort, donc c'est toujours bien dans un vestiaire quand tu vois quelqu'un faire l'effort de venir vers toi, quoi. Donc ils étaient plutôt satisfaits de ça. Et puis voilà, j'avais du temps aussi pour moi et je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais commencer à réfléchir et c'est là où je me suis dit que l'immobilier, ça commençait vraiment à me titiller et voilà, lire des livres, regarder sur Internet, questionner mon gestionnaire, regarder les rentabilités, les calculs, les régions, les zones géographiques. Tout ça m'intéressait au plus haut point. Et c'est parti de là, oui, clairement. Jérémy, quand tu te fais les croisés, est-ce que tu penses que si tu te fais pas les croisés, t'as pas cette réflexion-là? Première question. Et la deuxième, quand tu débarques en Angleterre avec le changement de fiscalité qu'il peut avoir, est-ce que tu es perdu un petit peu quand tu signes ton contrat ou au contraire tu laisses un peu comment gérer ton agent qui, entre guillemets, c'est mieux gérer ça? Est-ce que tu peux juste répéter la fin, ça a coupé? Alors, est-ce que quand tu débarques en Angleterre avec le changement de fiscalité, est-ce que tu es un petit peu perdu au moment de signer ton contrat ou pas? Non, pas du tout. Au niveau de changement de fiscalité, là-bas, quand tu as ton salaire, quand tu as sur ton compte, c'est vraiment net d'impôts pour le coup. Donc là, par contre, c'est vraiment, il y a moins de soucis à ce niveau-là. Et du coup, si tu ne te fais pas les croisés, est-ce que tu penses que tu as cette réflexion-là sur l'investissement et la reconversion ou pas? L'investissement de Cannes, oui, je l'avais déjà en tête. Mais par contre, les autres que j'avais en tête par la suite, je pense que non, je pense que j'aurais laissé couler. Je me serais concentré sur faire une bonne saison avec Southampton. Pardon d'être cash là-dessus. Je pense là-bas. Dis-moi. Non, je dis pardon d'être cash là-dessus, Jérémy, mais c'est vrai que dans l'imaginaire, les gens se disent bon, ça va, les joueurs de foot, ils s'entraînent pendant 2 heures tous les jours, ils ont un match le week-end. Quand certains disent qu'ils n'ont pas le temps de penser à ce genre de choses, c'est vrai qu'on se dit mais attends, ils n'ont pas non plus des journées de travail de 10 heures, de 9 heures à 18 heures sans sortir la tête de l'eau, quoi. Bien sûr. Bien sûr, mais moi, en tant qu'ancien joueur, je me permettrai pas de critiquer justement les autres joueurs, puisque je l'ai été. Mais je peux comprendre le sentiment des gens, évidemment. De se mettre à leur place et de se dire si j'étais à leur place, ben moi j'en profiterais pour. Il faut pas oublier qu'on parle beaucoup des cas un petit peu pessimistes depuis tout à l'heure, mais on peut aussi parler des joueurs qui le font. Hein. On a pas j'ai pas forcément tous les noms, mais il y a énormément de joueurs qui pensent à faire des formations, à travailler les langues étrangères, à réfléchir sur leur avenir, en milieu de carrière, commencer déjà à savoir où ils souhaitent habiter, fonder une famille. Il y a aussi ce type de joueurs. Hein. Il n'y a pas que le côté. Il y a plein de joueurs qui ont fait déjà des très bons investissements. Hein. Ouais, bah c'est ce que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? On parle moins parce que ça fait moins le buzz. Excusez-moi. Est-ce que, Jérémy, il y a des joueurs qui t'ont marqué justement parce que, par exemple, quand tu reviens en France à Lille, Font a déjà 36 ans, il me semble. Voilà, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué parce que forcément, ils étaient plus âgés, donc peut-être plus alertes sur la reconversion et l'investissement. Est-ce que tu as pu discuter avec eux et si oui, lesquels t'ont inspiré? Ah oui. Ah, bien sûr. Avec José, on en parlait tout le temps. Oui, on en parlait tout le temps de lui, de ses projets au Portugal. Lui, bah justement, il était beaucoup dans le Bitcoin, donc il nous en faisait beaucoup la promotion. Le matin, quand on arrivait, tu sais, les anciens, on arrive toujours un peu plus tôt, voir les kinés, voir se préparer à l'entraînement. Donc non, c'était des sujets avec Benjamin André aussi, sujet Loïc Rémy sur la table. On aimait bien en parler de tout ce qu'on faisait, de pourquoi, comment, est-ce que ça marche pas. Non, très intéressant. Après, avec la génération un peu plus jeune, plus compliqué d'en discuter, pas vraiment intéressé. On parlait tout à l'heure de négociation de contrat avec cette fameuse prime donc de champion de France avec le LOSC. Dans le détail de ta carrière, toi Jérémy, est-ce que tu avais un agent et est-ce que tu négociais tout seul tes transferts? Comment ça se passait? Quel était ton degré de connaissance des sujets financiers au moment notamment de tes négociations de contrat? Oui, j'ai commencé avec un agent quand j'étais plus jeune, un agent suisse, mais quand je passais du côté de Lyon professionnellement, j'étais avec Jean-Christophe Cano. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu des situations particulières tout au long de ma carrière. À Lyon, j'étais un contrat élite, donc c'était 2 ans stagiaire, avec 3 ans professionnels, mais déjà signé en fait. Tu vois, typiquement le genre de choses, quand t'as 15 ans,
as 5 ans devant toi, 2 ans où tu as un peu plus d'argent que les autres stagiaires, puisque tu es élite. Mais par contre, mes 3 années pro étaient sûres, donc j'étais sûr d'être professionnel pendant 3 ans. Mais par contre, le contrat était à la charte et déjà négocié. C'était combien à l'époque, tu te souviens? La charte, ça devait peut-être être 5 000 €, quelque chose comme ça. D'accord. Donc tu te mets à jouer avec l'équipe première, tu joues des matchs de Ligue des Champions, tu joues des trucs comme ça, mais tu peux pas négocier ton contrat en fait, c'est comme ça, c'est signé, c'est signé. Donc après j'ai commencé à faire des matchs et ça s'est plutôt bien passé. J'ai le club qui est venu vers moi pour me faire une proposition et c'est là où je suis un petit peu rentré. J'ai commencé à être un peu plus féroce, on va dire. Avec l'accord à l'époque, j'étais allé voir les cadres du vestiaire pour leur demander si je pouvais justement pas rentrer en conflit, mais négocier avec le club, parce qu'ils avaient été assez durs avec moi, justement, en tant que aussi joueur du centre. Tu sais, je sais pas si vous savez, mais quand on est joueur du centre, c'est toujours plus dur de négocier ses salaires que des joueurs transférés d'ailleurs. Donc j'avais demandé un petit peu aux joueurs cadres si je pouvais rentrer en négociation. Ils m'avaient dit avec grand plaisir, ça nous fait plaisir que tu nous le dis, tu te donnes à fond sur le terrain, tu triches pas, tu peux y aller. Et en gros, j'ai mis à peu près 2 mois à me mettre d'accord avec l'Olympique Lyonnais pour un contrat. Tu parlais avec qui à l'époque? Je parlais avec qui? Ouais, c'était qui? C'était Vincent Ponceau, c'était Jean-Michel Aulas? Il y avait Vincent Ponceau, Bernard Lacombe, Aulas un peu moins. Mais et ça veut dire quoi être féroce? Mais non, c'était surtout avec Vincent Ponceau. En fait, si vous voulez encore une autre anecdote, mais j'aime pas trop parce que voilà, j'aime pas cracher dans la soupe, mais c'est une petite anecdote. Allez, on va la tourner à la rigolade. Mais je suis en CFA, je fais tout ce qu'il faut pour être champion de CFA avec Lyon, etc. 10 buts, 10 passes D, je peux pas faire plus. Champion, quelques bandes touches avec le monde professionnel. Claude Puel me dit, tu ne joueras pas en pro avec moi l'année prochaine, il y a trop de monde à ton poste, mais tu peux aller où tu veux. Donc je me fais prêter à Metz, ça se passe plutôt bien. On rate la montée, on finit 4e, mais ça se passe très très bien du côté de Metz, pour moi, à 18 ans, 19 ans. Et donc je reviens du côté de Lyon, mais je me retrouve avec ce contrat, 5 000 €, moins les impôts. Ils me disent pas s'ils veulent me garder ou pas. Donc je suis obligé d'habiter dans des locations qui coûtent très très cher. Tu sais, à la journée, quoi. Ouais. Et on me dit, et en fait je claque, ça va très très vite en fait, hein. Donc le parking, le logement, etc. Cité internationale de Lyon, pour ceux qui connaissent, ça coûte cher, ça va vite. Et en même temps, on me dit, on ne sait pas si on te prête ou si tu restes. Donc c'était vraiment délicat. Et quand j'étais allé voir Vincent Ponceau, bon, j'ai pas de problème avec Vincent, mais il m'avait fait comprendre, c'est comme ça, c'est le jeu. T'as un salaire, point barre, quoi. Tu sors du bureau. Et je lui avais juste dit, ouais, mais Vincent, si jamais j'arrive à retourner la situation, tu comprendras que j'aurai les dents un peu plus longues, quoi, quand je reviendrai pour essayer de négocier mon contrat. Il m'a dit en rigolant, ouais, bon, ça sera le jeu. Ça c'est clair que je l'oublierai jamais. Parce que quelques temps après, il y a eu une hécatombe au niveau des joueurs, et je me retrouve à faire un match contre Valenciennes titulaire, et au bout de 10 minutes, but. Et très gros match de ma part, on fait 1-1 contre Valenciennes. Mais dès le lendemain, j'avais une prime de la part de Jean-Michel Aulas qui m'avait fait une belle prime en 48 heures. Et c'est à partir de là où on avait commencé à négocier justement le nouveau contrat, où on est parti sur 2 mois pour signer mon nouveau contrat. Mais tu vois, il faut vraiment, dans ce métier, il faut vraiment s'accrocher, ne pas lâcher, ne pas prendre mal justement ce genre d'action, et puis toujours essayer de montrer sur le terrain, parce que c'est toujours le terrain à la fin qui entre guillemets font signer les contrats. Jérémy, tu as dit un truc qui m'a fait tilter, c'est tu dis quand on est un jeune du centre de formation, c'est plus compliqué de renégocier son contrat. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que du coup, c'est ce qui peut parfois aussi expliquer le fait que beaucoup de jeunes joueurs français partent à l'étranger alors qu'ils n'ont pas encore signé pro. Ouais. Attention, je parlais de ma génération qui commence à dater maintenant, il y a presque 20 ans, mais aujourd'hui c'est peut-être différent, ils ont plus en position de force, justement pour éviter de partir, ce que tu viens de dire. Mais nous à l'époque, quand on sortait, justement, les clubs se servaient de ça en disant tu joues pour l'amour du maillot, pour le cœur, et c'était vrai, hein. Donc ne nous en demande pas trop. Mais à un moment donné, nous, quand on voit des autres, à Lyon, on voyait des jeunes joueurs talentueux arriver, avec forcément les salaires qui sortent dans les médias, etc., et que tu vois que c'est 50 fois ton salaire,
forcément que ton ego, l'ego des joueurs en prend un coup. Et nous, entre nous, on le voyait bien que sortir du centre pour négocier. La première proposition qu'on te faisait, elle était 5, 6, 7, 8 fois moins forte qu'un autre jeune joueur qui arrivait d'un autre club. Quelle est ta meilleure négociation de contrat, Jérémy ? C'est quand tu arrives en Angleterre, c'est quand tu arrives à Nice, sans parler forcément de montant, mais là où tu t'es dit, j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai obtenu ce que je voulais à Lille. J'ai eu un très bon feeling quand j'étais à Nice et que j'ai été prêté à Guingamp. J'ai eu un très bon ressentiment parce que j'ai été prêté là-bas. Il fallait que je baisse mon salaire pour aller rejoindre Guingamp. Mais Guingamp était qualifié directement en Coupe d'Europe parce qu'ils venaient de gagner la Coupe de France. Donc j'ai eu une petite semaine de réflexion en me disant voilà, est-ce que je garde mon salaire à Nice mais je vais pas jouer, ou est-ce que je vais à Guingamp, je vais jouer, le coach Gourvenec me voulait absolument, mais il faut baisser mon salaire d'un tiers. J'ai réfléchi, j'y suis allé, et au final en fait ça s'est tellement bien passé là-bas, que ce soit en Coupe d'Europe, on a passé les poules, on s'est retrouvé en 16e contre le Dynamo Kiev, demi-finale Coupe de France, quart-finale Coupe de la Ligue, 10e du championnat. Pour un club comme Guingamp, c'était extraordinaire. Et en fait, je m'y suis retrouvé en prime, si tu veux, en prime. Je m'y suis retrouvé en fin d'année, en faisant le calcul, je m'y suis retrouvé. Donc en fait, ça a été plutôt un très bon choix d'avoir fait ce calcul-là et d'être allé là-bas pour retrouver du temps de jeu, repartir sur un nouvel élan footballistique, sans forcément perdre d'argent. Ouais. Et la leçon de tout ça, finalement, pour les jeunes joueurs, c'est qu'il vaut mieux parfois accepter de diminuer son salaire momentanément, mais en priorisant le foot, non ? Exactement. Mais je comprends totalement aujourd'hui, ça c'était les trucs d'avant, on baissait un petit peu notre salaire. Aujourd'hui, on parle de joueurs qui, certains dépassent les 300, 400 000 euros. Puis on leur dit de partir dans un club où ils vont passer, je dis des bêtises, à 50 000 euros. Faut se mettre à leur place, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué ces choix-là que nos choix d'avant. Oui, parce que les sommes ne sont plus les mêmes, évidemment. Les sommes ne sont plus les mêmes, ouais. C'est ça. On en profite pour revenir aussi un petit peu sur ta carrière. On a beaucoup parlé d'argent, parlons de foot. Ce serait lequel le joueur le plus fort avec lequel tu as évolué ? Tu sais, cette question-là, tu sais que je m'entraîne avec les salariés de l'OGC Nice, tu sais, ça je te l'ai dit. On va en parler. Ils me posent tous la question. Ah ouais ? J'ai envie de te dire, mais quel est le profil recherché ? Dis-moi d'abord quel est le joueur le plus doué. Alors, quel est le joueur le plus doué avec lequel tu as joué et contre lequel tu as joué ? Moi, un classique, c'est Hatem Ben Arfa, évidemment, je le vois de partout, encore sur les réseaux. Beaucoup de joueurs le disent et le redisent. C'est un des joueurs les plus talentueux jamais vus. Et je pense que moi, je suis tombé dans cette année-là, justement, revanchard à l'OGC Nice, où on a vu un très fort potentiel sur le terrain, où il pouvait dribbler tout le monde. Moi, je l'ai connu à Lyon, à Nice et à Lille. Je le connais très bien de temps en temps au téléphone. C'est quelqu'un qui vraiment pouvait faire des choses extraordinaires. Là, voilà, je vois aussi un Edon Zegrova, c'est phénoménal. J'ai Sofiane Bouffal, avec qui j'étais à Southampton aussi, que j'ai vu faire des choses. C'était... Voilà, ouais, on avait commenté l'un de ses buts de Sofiane à l'époque en première ligue. Il avait dribblé tout le monde. Eh oui, exactement, ce but-là, il était phénoménal. Je crois qu'il fait ça à notre coach parce qu'il avait dribblé tout le monde. Il était énervé. Il y avait deux joueurs qui s'étaient percutés. Il avait dribblé tout le terrain. Il avait marqué. Mais je m'étais dit, mais c'est incroyable ce qu'il faisait. Moi, je l'ai vu à l'entraînement. C'est un joueur. Une fois, je lui ai dit, Sofiane, est-ce que tu peux, s'il te plaît, parce qu'il était un petit peu ronchon, de pas trop jouer. Est-ce que tu peux me faire un entraînement à bloc, à fond, à 100%, tes capacités. Et il me regarde, ouais, Jay, c'est bon, allez, aujourd'hui, je le fais. Mais c'était incroyable. Je peux même pas vous décrire. Il driblait tout le monde. Impossible de l'arrêter. Ils essaient de l'arracher par derrière. Ils essaient de tout lui faire. Et tu vois, il y a Virgil van Dijk, il y avait des joueurs, il y avait des sacrés joueurs qui voulaient essayer de l'attraper. Personne l'attrapait. Et le joueur qui t'a mis le plus la misère, alors ce serait lequel ?
Bah, ça peut être lui aussi, hein, parce que quand il jouait à Lille, sur le côté, c'était vraiment très difficile de l'attraper. En fait, c'est tous les joueurs qui gardent les plus durs, c'est ceux qui gardent le ballon le plus près de leur pied. Alors j'avais dit aussi Valbuena, j'avais dit Neymar. Pour moi, c'est ce genre de joueur. Plus le ballon est proche du pied, c'est ces joueurs-là qui étaient pour moi le plus difficile à attraper, à arrêter, à stopper. Alors tu le disais, tu joues encore donc à Nice, alors non pas avec l'équipe première puisque tu as pris ta retraite de joueur professionnel, mais avec la D4. Donc on est en division, donc on est en district, c'est du niveau départemental. District 4, ouais. Exactement. L'équipe est montée de D5 en D4 parce que vous êtes reparti donc du plus bas échelon du football français. Et t'es pas le seul professionnel dans cette équipe-là. C'est quand même une aventure assez sympa. Raconte-nous comment ça s'est fait et comment tu t'es retrouvé à jouer avec Romain Genevois, Johan Odell. Bah alors en fait, le club est parti sur une nouvelle stratégie avec un groupe élite, ce qui se fait de plus en plus, au lieu d'avoir une équipe réserve régionale. Et du coup, il y a quand même la FFF qui a retoqué en leur disant attention, il vous faut une équipe réserve. Et le club a dit ok, pas de souci, mais on va mettre une équipe en D5, en District 5. Donc là, ça a été proposé à David Soubieux, l'entraîneur, que j'ai croisé par hasard, qui m'a expliqué le projet. J'ai dit oui avec plaisir, mais bien sûr sans aucune contrainte. Je lui ai dit si un jour je peux pas venir, je peux pas venir. Hein. Voilà, il m'a dit mais non, sans problème. Avec l'accord de Julien Sablé, directeur sportif, et Fabrice Bocquet, nouveau président de l'OGC Nice. Et on est parti de là avec, voilà, ça c'était les premières équipes. Donc j'ai dit à Romain Genevois à la base de venir, qui a accepté. Il y a Michael Buchet aussi, qui a joué en professionnel. Et ensuite, il y a Franck Djadjedje qui nous a rejoint, Johan Odell. On a un gardien, Denis Brunner, qui est gardien de la Seleção, champion du monde avec la Seleção. Très bon gardien. Et en fait, on se retrouve à avoir un mix entre les salariés du club et d'anciens professionnels, où on s'éclate, vraiment. On prend énormément de plaisir à jouer. Regarde, on joue avec les vrais maillots du club, on a les infrastructures. Voilà, je regarde les photos en même temps pour essayer d'oublier personne, mais C'est le foot vrai, ça, il n'y a pas d'argent, il n'y a que du plaisir. C'est le foot vrai. Là, je vois essayer de le reconnaître, mais c'est le fils de Westin Piquion, c'est le fils de Frédéric Piquion. En haut, là, qui rigole. On a les salariés du club. On a des joueurs qui nous ont rejoints de la région. Et voilà, on a des matchs tous les week-ends, un entraînement par semaine. Et puis je pense que ça se voit sur nos visages, on est très contents de se retrouver et de gagner, même si c'est un niveau amateur, même si c'est la D4. Quand on est compétiteur, je pense qu'on l'est dans n'importe quel métier, on l'est jusqu'à la fin de sa vie. Donc quand on gagne, on est content, et quand on perd, on est énervé. Et qu'est-ce qu'ils disent on ne fait pas ça, voilà, on fait ça dans le respect du club, 0 carton rouge en 2 ans. On est vraiment là pour prendre un maximum de plaisir, de jouer contre les adversaires à fond avec humilité et respect. Et ils sont comment justement, Jay, les adversaires ? Parce que j'imagine que quand ils te voient débarquer, Johan Odell, donc Romain Genevois, ils ont envie de vous taper, non ? Ouais, il y a des équipes qui font descendre leurs meilleurs joueurs un peu de division supérieure. T'as des équipes où on arrive là-bas, c'est quasiment la bagarre pendant 1h30, mais on accepte. Hein. C'est la bagarre du trash talk. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des coups, ça envoie des brins, mais on l'accepte parce que on sait que ça fait partie de ce monde-là. Ils essayent y mettre les moyens qu'ils peuvent pour essayer de nous battre. Donc on accepte et nous on met les nôtres pour les battre. Et je pense qu'à la fin ça se finit toujours très bien. Donc c'est ça le plus important. Et Jérémy, c'est quoi ton regard sur l'OGC Nice de cette saison avec en championnat où bon là il y a eu une victoire dernièrement, mais bon il y a eu un petit coup d'arrêt aussi en Coupe d'Europe. Quel regard tu portes sur la saison de l'OGC Nice, les A cette fois-ci? Bah le point noir évidemment, on va pas rabâcher, mais c'est tout ce qui se passe en Coupe d'Europe et je pense que ça les énerve dessus, mais ils auront à cœur dès le prochain match, je l'espère, d'aller chercher une victoire pour justement arrêter de toujours avoir ce petit bourdonnement dans l'oreille sur les réseaux sociaux, 14e, 15e match sans victoire. Voilà, ils font le nécessaire pour se qualifier tous les ans. Et évidemment que c'est pas volontaire de leur part de ne pas arriver à avoir ces victoires. Ils vont y arriver, j'en suis persuadé. Et en championnat, c'était assez mitigé en début de saison. Et là, ils restent sur 3 victoires
contre Lyon, Rennes et Lille, ce qui est plutôt ils se sont plutôt bien replacés. Et s'ils restent sur cette dynamique, notamment jusqu'à la trêve hivernale, jusqu'à Noël, quoi, ils peuvent être dans le bon wagon encore une fois pour se positionner, pour aller chercher une Coupe d'Europe en fin de saison. Il y a aussi en interne des mouvements, voilà, c'est assez opaque, mais on sait très bien que Ineos cherche un petit peu à se positionner ou à se dépositionner, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est des choses qu'on n'est pas forcément au courant, mais qui doivent gérer en interne pour que les joueurs se concentrent au maximum sur le terrain et soient performants. Ouais, il y a beaucoup de bruit aussi en interne avec la blessure là, de Jonathan Klaus, une histoire de contrat. C'est un peu compliqué. L'homme clé de ce vestiaire niçois, ce serait pas Franck Hez. Est-ce que tu as des relations avec lui en tant que joueur de la D4 ou pas du tout ? Pas du tout. Par contre, lui est très content de voir qu'il y a justement cette D4. Il sait qu'elle existe. Il est très content de voir d'anciens joueurs justement porter fièrement le maillot de l'OGC Nice. Ça lui fait plaisir. Maintenant, il reste concentré sur l'équipe professionnelle. Et oui, c'est un élément très très important du vestiaire de l'OGC Nice. Tout comme le capitaine Dante, du coup, du haut de ses 42 ans, je crois, qui est vraiment El Capitano, comme on dit. C'est vraiment la légende. Et il apporte quelque chose au vestiaire qui est hyper important. Est-ce que ça te démange là quand tu vois les matchs maximum. Pardon ? Ça te démange là quand tu vois le gym en Ligue 1, en Coupe d'Europe, tu te dis pourquoi j'ai pris ma retraite et tout, est-ce que j'aurais pas encore le niveau ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Après, quand tu les vois et que tu les vois un peu mous sur le terrain, bah t'es là comme un spectateur, t'as envie qu'ils se bougent tout simplement. Et quand tu les vois avec la grinta, qui font du pressing de partout, j'adore quand ils font ça. Et surtout, c'est une ville ici où les supporters, pour parler tout le temps avec eux, tu les vois de partout. C'est une ville qui aime le dépassement de soi. Après, les qualités techniques, bien sûr, ils élèvent le niveau au fur et à mesure qu'ils voient leur équipe jouer les Coupes d'Europe notamment. Mais je pense qu'à partir du moment où les joueurs se dépouillent, c'est surtout une des premières qualités recherchées. Et quand ils le font, généralement, ça se passe plutôt bien sur le terrain. Jérémy Pied, merci beaucoup Jérémy d'être venu dans l'After FC. On était donc en direct sur la chaîne de l'After Foot, sur la chaîne également YouTube de l'After. Merci Jérémy, plein de bonnes choses pour toi, bonne saison avec la D4 et puis plein de bons investissements et plein de recrutements, on l'espère évidemment pour MNC Associés. Et puis le petit conseil qu'on peut donner à tout joueur de foot, c'est entourez-vous bien parce que vous en avez besoin. C'est peut-être le bon signe. On va lâcher ton numéro de téléphone pour tous les joueurs de foot là, comme ça. Là. L'émission est à retrouver en podcast évidemment sur toutes les plateformes. Merci Rémi, merci Lolo, merci Jérémy et on se retrouve très vite pour un nouvel After FC. Ciao.